Bonjour, je suis Mohamed El-Meshrafi et j'ai intitulé ma communication Le traducteur fictif, émergence d'un nouveau personnage. Quelle part de créativité dans le travail d'un traducteur? Quel statut accorder à ces écrivains de l'ombre, si l'on peut les qualifier d'écrivains? En quoi consiste réellement leur travail? Voici des questions qui, avant les 19e et 20e siècles, avaient très peu d'importance. Le traducteur est certes l'héritier de toute une tradition qui dénigre son travail et le relègue au second plan. Au XXe siècle, notre vision change. Les études traductologiques naissent, les traducteurs ont une reconnaissance sociale, le droit protège leur travail, et l'on commence réellement à voir la traduction comme une création, ou plutôt une recréation. Somme toute, la figure du traducteur acquiert de la visibilité. Cette visibilité se manifeste également dans le roman avec l'apparition d'un nouveau personnage, le traducteur fictif. Notre étude se focalise sur l'intérêt d'une telle mise en fiction, surtout que les auteurs des romans avec des traducteurs fictifs sont souvent eux-mêmes des traducteurs. Y a-t-il là une forme de revendication? Il s'agira d'exposer dans notre étude comment la fiction devient un moyen de s'exprimer sur le travail du traducteur et la façon dont les auteurs manipulent des clichés pour enrichir la vision que l'on porte sur le traducteur. Tout d'abord, constatons que dans la majorité des cas, les auteurs construisent des traducteurs fictifs marginaux. Il s'agit de personnages instables sur les plans social, professionnel, financier, etc. Cette instabilité, cette marginalité souligne l'invisibilité du traducteur qui est mis ou se met au banc de la société. C'est une image que l'on retrouve par exemple dans la nouvelle Guide de Maupassant de Isaac Babel. Le narrateur dit refuser de devenir un employé de bureau avant d'exposer une philosophie de vie presque hédoniste, je cite: nous sommes nés pour tirer du plaisir du travail, des bagarres et de l'amour, c'est pour cela que nous sommes nés et pour rien d'autre. Ensuite, le narrateur accomplit une traduction des nouvelles de Guy de Maupassant peu rémunératrice qui s'apparenterait à ce que l'on appelle aujourd'hui un petit job, car il refuse de se fondre dans le commun de la société. Cette marginalité le contraint, mais elle est également une manifestation de sa liberté. Et le travail du traducteur semble s'accorder avec ce mode de vie marginal. Alors s'il est un personnage marginal, le traducteur fictif est également présenté comme un personnage criminel, souvent voleur ou meurtrier. Ainsi, Dejo Castellani, auteur hongrois, dans son roman Cornel Esti écrit un chapitre Le traducteur kleptomane, où le personnage principal Gallus est, comme son nom l'indique, un kleptomane, ce qui le met au banc de la société. Et le narrateur lui trouve un travail en tant que traducteur, car c'est un métier que l'on peut exercer sans nom. L'éditeur refuse sa traduction d'un mauvais roman policier anglais, et le narrateur, en lisant le travail de Gallus, le trouve sublime et ne comprend pas au début pourquoi l'éditeur refuse son travail. Mais en comparant l'original et la traduction, réalise que Gallus avait dépouillé des personnages de fiction. Un personnage qui possédait par exemple 1500 livres n'en possède plus que 150 dans la traduction. Nous nous retrouvons donc avec deux visions. D'un côté, le traducteur Gallus a transformé un mauvais roman policier en une œuvre littéraire, et de l'autre, il est condamné car il dépouille des personnages de fiction et donc supprime l'intégrité de l'œuvre originale. Il y a une injonction morale qui pèse sur le traducteur. Sa traduction doit demeurer fidèle à l'original, quitte à être une mauvaise œuvre. Toute tentative d'amélioration d'une œuvre qui pourrait passer par la suppression d'éléments inutiles paraît immédiatement comme un vol. L'autre crime que l'on retrouve dans notre corpus est le meurtre, et en particulier le meurtre de l'auteur traduit. C'est ce qu'on retrouve par exemple dans Les Nègres du traducteur de Claude Bleton. Le narrateur est un personnage peu scrupuleux qui commence sa carrière en réalisant des traductions et petit à petit commence à proposer des traductions à des auteurs pour que eux en écrivent l'original. Lorsque des auteurs commencent à se rebeller contre ce système, il se décide de les tuer. Ces meurtres soulignent une tension qui existe entre l'auteur et le traducteur, ainsi que l'ambition du traducteur d'avoir une légitimité et d'être considéré comme un auteur. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que Bleton construit l'intrigue autour d'un personnage que l'on pourrait interpréter comme un picaro. Le narrateur-traducteur commence au bas de la société et souhaite gravir les échelons des lettrés pour passer de traducteur à auteur. Et comme dans un roman picaresque, retourne à sa condition de marginal à la fin du roman. Le picaro devient une métaphore du traducteur qui, à travers le comique, relève tous les clichés et les réalités sociales de la profession.
Comme le Picaro, le traducteur est un personnage auquel on ne se fie pas et qui déforme la réalité, ou du moins déforme l'œuvre qu'il traduit. Le traducteur est un personnage qui vampirise une œuvre pour la changer. La ressemblance avec le Picaro est d'autant plus frappante que les deux personnages sont déterminés à demeurer ce qu'ils sont et à échouer toute forme d'ascension. Le traducteur ne peut être autre chose qu'un traducteur et ne peut être autre chose qu'un être moralement condamnable. Alors marginal, moralement condamnable, criminel, toutes ces caractéristiques soulignent l'invisibilité du traducteur. Et pourtant la fiction fait tout le contraire, elle met en avant le personnage traducteur. Ces crimes deviennent des clichés et leur utilisation permet même de souligner la profondeur de son travail. Un traducteur voleur dépouille une œuvre de sa médiocrité pour lui insuffler du style, lui insuffler de l'art. Un traducteur meurtrier est un personnage qui assume son octorialité et qui ne se plie pas aux exigences de son auteur. Il doit recréer une œuvre pour en fournir sa lecture. Brice Mathieuson, dans son roman Vengeance du traducteur, pousse ce paradigme à l'extrême et son roman montre un narrateur-traducteur qui s'exprime à travers des notes de bas de page en supprimant le roman qu'il traduit. En introduisant les notes du traducteur dans l'économie du roman, Mathieuson crée un espace où s'exprime le traducteur, personnage normalement taciturne. L'usage abusif de ces notes de bas de page détruisent d'un côté l'illusion fictionnelle et d'un autre l'illusion de l'absence du traducteur. Il est rappelé constamment au lecteur que l'œuvre entre ses mains n'est pas le roman source auquel il n'aura de toute façon jamais accès puisqu'il existe dans la fiction sans être montré, mais le roman traduit, qui lui-même n'existe pas puisqu'il n'y a que les notes de bas de page pour le montrer. Les notes du traducteur deviennent donc une forme de coulisse qui dévoile la machinerie de la traduction. Elle plonge le lecteur dans la peau du traducteur. Et ce même lecteur observe finalement les doutes, questionnements, lectures et analyses du traducteur qui précèdent l'écriture même de la traduction et souligne finalement que le travail du traducteur n'est pas simplement l'objet final que l'on tient entre ses mains. Donc ce travail de recherche se focalise sur les méthodes qu'utilise la fiction pour s'exprimer sur le travail du traducteur et de le mettre en avant. Cette sortie de l'ombre transgressive reflèterait presque une écriture manifeste qui dévoile les clichés de la profession pour en fournir une nouvelle lecture. Il ne s'agit plus de faire de la recherche traductologique, mais d'introduire le personnage traducteur dans l'imaginaire romanesque et d'en faire un sujet de réflexion. Il n'est plus simplement question de réfléchir la traduction, il faut réfléchir le traducteur sur tous les plans, littéraire, social, professionnel, etc. Mais encore, le personnage traducteur permet de continuer une réflexion sur le genre romanesque. Brice Mathieuson, avec son roman constitué de renvois à des notes du traducteur, fait penser à Feu pâle de Nabokov et s'inscrit en quelque sorte dans la littérature postmoderne. Claude Bleton se réapproprie le roman picaresque. La figure du traducteur renferme un potentiel narratif qui, à travers ses caractéristiques et les clichés qui lui sont associés, permettent de réinventer l'intrigue romanesque et de le placer dans une continuité de l'histoire littéraire. Je vous remercie de votre attention.